Donc avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voulais reprendre juste un petit peu de distance avec la thématique. Pourquoi est-ce qu'on se lance en particulier? Pourquoi nous, en tant que scientifiques, on est aussi intéressés par ce qui se passe à Tetiaroa? Et pour ça, je voudrais juste qu'on se remette dans ce cadre de crise environnementale majeure qu'on traverse aujourd'hui. On parle beaucoup du changement climatique. Une autre crise clé, c'est cette crise d'extinction, la crise de la biodiversité, où il y a encore des discussions entre scientifiques pour savoir si on est aujourd'hui en train de traverser ce qu'on appelle une extinction de masse. Donc une extinction de masse, qu'est-ce que c'est? C'est une crise d'extinction à travers laquelle on va perdre plus de la moitié des espèces présentes sur le globe, donc c'est phénoménal. On a la plus connue de ces crises, c'est sans aucun doute celle qui a causé la disparition des dinosaures, où on a perdu à peu près 76% des espèces qui étaient présentes sur Terre à l'époque. Et ces crises d'extinction de masse, elles arrivent très rapidement, donc sur un temps géologiquement court, et elles sont causées par un événement catastrophique. Donc la question se pose aujourd'hui, est-ce que la crise qu'on traverse aujourd'hui est similaire à ces crises passées? Et aujourd'hui, les scientifiques arrivent à un consensus, et en effet, le rythme d'extinction actuel suggère qu'au rythme actuel, si on reste à ce rythme-là, on va atteindre, on va expérimenter en effet une crise d'extinction de masse, c'est-à-dire qu'on va perdre plus de la moitié des espèces qui sont présentes sur le globe. Et alors, malheureusement, cette crise d'extinction, elle n'est pas homogène sur le globe non plus. Il y a certaines zones qui sont beaucoup plus exposées que d'autres. Les îles en particulier sont très exposées, très sensibles à la crise d'extinction actuelle. Vous voyez ici quelques chiffres. Donc les îles représentent à peu près 5% des terres émergées dans le monde. Et elles regroupent 75% des vertébrés terrestres qui se sont éteints au cours des 500 dernières années. Donc une majorité énorme des espèces qui viennent à s'éteindre se sont éteintes sur les îles. Les îles sont très sensibles aux changements environnementaux actuels et on a eu donc beaucoup d'espèces endémiques qui sont éteintes. Si on regarde les espèces en danger critique, on a également une large proportion qui sont sur les îles. Ce qui est intéressant cependant, c'est que la majorité de ces espèces sont en danger ou se sont éteintes à cause d'une menace principale que sont les espèces exotiques envahissantes. Donc je pense aux rats, aux chats, aux chiens, donc des espèces qui ont été amenées par les humains dans des endroits où elles n'étaient pas présentes, donc dans des écosystèmes qui ont évolué sans ces espèces. Juste pour vous donner quelques chiffres complémentaires avant vraiment de rentrer dans le cœur du sujet de ce projet à Tetiaroa, je vais juste vous dire, donc on a perdu récemment, donc au cours des 500 dernières années, 164 espèces d'oiseaux, donc 164 espèces qui sont éteintes définitivement au niveau global. Je parle des oiseaux parce que c'est le taxon pour lequel on a le plus d'informations, les données les plus robustes, mais on aurait des résultats similaires avec d'autres taxons. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 164, il y en a 151 qui étaient des espèces insulaires, donc quasi exclusivement des espèces des îles qu'on a perdues. Pourquoi? Parce que ces îles sont plus sensibles à l'invasion par ces espèces introduites par les humains. De manière un peu plus intéressante encore pour nous, en Polynésie française, on a 8,5% de ces espèces qui se sont éteintes qui étaient en Polynésie. La Polynésie française, ça représente quasiment rien en proportion de la surface des terres immergées, et pourtant ça regroupe une proportion énorme des espèces qui se sont éteintes au cours des derniers siècles. Donc vraiment un hotspot d'extinction, et aujourd'hui encore un hotspot de niveau de danger, de risque d'extinction pour les espèces. On a 26 espèces d'oiseaux endémiques en Polynésie française aujourd'hui, et 15 de celles-ci sont vraiment au bord de l'extinction. C'est-à-dire que si on n'a pas de mesures de conservation qui sont prises dans les années à venir, ces espèces vont venir à s'éteindre. Et ce qui pourrait paraître une mauvaise nouvelle, qui, à mon sens, est une bonne nouvelle, la menace principale sur ces espèces, c'est les espèces exotiques envahissantes. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh bien, Jenna, comme moi, on a travaillé beaucoup, depuis une quinzaine d'années, justement sur ces problématiques de crise de la biodiversité, l'impact du changement climatique, l'impact de la déforestation, l'impact des espèces envahissantes. Mais on a beaucoup travaillé en milieu continental. Et donc la majorité de notre travail était de documenter ces impacts sans être vraiment capable de proposer de solutions. Les solutions, elles sont globales. Les solutions sont les solutions qu'on peut obtenir grâce à un sommet comme ce sommet de l'UNOC. Ce n'est pas nous, en tant qu'individus, qui pouvons les apporter si facilement. Alors qu'ici, la problématique en milieu insulaire est beaucoup plus accessible pour nous, parce qu'on peut agir localement et avoir un impact tangible. Et je vais essayer de vous démontrer que c'est le cas, en particulier à Tetiaroa. Donc Tetiaroa, c'est cet atoll qui se situe en plein milieu du Pacifique. Vous voyez, on est en plein dans le Grand Bleu, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Tahiti et Moorea. Et donc, pour des îles aussi isolées qui sont apparues au milieu de l'océan, donc ce sont des îles volcaniques qui sont sorties au niveau d'un point chaud, qui n'ont jamais été en contact avec les continents.
les seules espèces qui sont là sont des espèces qui ont été capables d'arriver jusque-là. Ça veut dire qu'en Polynésie, on n'a pas de mammifères terrestres indigènes, par exemple. Tous les mammifères qu'on retrouve sur Terre en Polynésie ont été apportés par les humains. Les seuls mammifères natifs qu'on retrouve sont les mammifères marins. Pourquoi? Parce que c'est trop loin, ils ne sont pas capables d'arriver jusqu'ici. On retrouve d'autres espèces qui, par contre, ont une capacité à venir coloniser ces îles très isolées. C'est le cas des crabes terrestres. Vous voyez ici qu'à Tetiaroa, on a 14 espèces de crabes terrestres qui vont vraiment jouer un rôle fondamental dans ces environnements. Vous voyez que ce sont des espèces qui vont avoir à la fois le rôle de prédateurs, qui vont jouer un rôle dans la dispersion des graines, dans la consommation de la litière, l'aération du sol, etc. Et qui vont jouer le rôle que beaucoup de mammifères vont jouer sur les continents, par exemple. Et ces crabes, en fait, arrivent à rejoindre ces îles très isolées parce qu'ils ont une phase larvaire aquatique. C'est-à-dire que les femelles crabes, lorsqu'elles sont prêtes à pondre leurs œufs, vont les pondre dans le lagon. Les œufs vont se transformer en larves qui vont disperser ensuite, rejoindre le plancton et disperser pour rejoindre les îles les plus isolées. Un autre groupe qui est capable de coloniser ces îles perdues au milieu de l'océan sont les oiseaux marins qui, il est évident, peuvent coloniser par les airs. À Tetiaroa, on a 11 espèces d'oiseaux marins, on a également un échassier, donc une aigrette. Et malheureusement, les oiseaux terrestres sont tous éteints à Tetiaroa. On a peu d'informations sur les oiseaux qui étaient présents avant l'arrivée des humains. On va reparler beaucoup des oiseaux dans une minute. Et l'autre moyen pour ces espèces d'arriver à Tetiaroa, ça a été avec l'aide des humains. Donc pour ça, on a toute une série d'espèces introduites, y compris les 3 que je vous présente ici. Pourquoi j'ai sélectionné les 3? Parce qu'elles sont particulièrement problématiques, elles ont des impacts très importants sur la faune et la flore de l'atoll. Donc c'est le cas des 2 espèces de rats que vous voyez ici. Donc il y en a une, le petit rat polynésien, qui est originaire d'Asie du Sud-Est, qui est arrivé très tôt avec les premiers humains, donc avec les Polynésiens. Et puis le rat noir qui est arrivé avec les Occidentaux, donc avec les premiers explorateurs. On ne sait pas exactement quand ils sont arrivés à Tetiaroa, mais ils sont là depuis au moins quelques décennies. Et puis notre dernier arrivant est la fourmifole jaune. On pense moins aux fourmis comme espèce problématique sur ces îles, et pourtant elles ont des impacts massifs. Cette fourmi ici, elle a été détectée depuis le milieu des années 2000. C'est une fourmi qui va projeter de l'acide formique sur à peu près tout ce qu'elle trouve sur son passage, ce qui n'est pas un souci quand on est exposé à 1 ou 2 fourmis. Et cette fourmi atteint des densités énormes, donc on peut avoir plusieurs milliers d'individus par mètre carré. Donc on se retrouve avec des crabes et des poussins d'oiseaux qui nichent au sol, qui se font asperger en continu et qui ne survivent pas en fait à ces invasions de fourmis. Et donc Tetiaroa a été exposé à ces 3 espèces, et en plus de ça, à une autre menace importante, puisqu'on menace un changement drastique dans ces habitats, c'est que la plupart de ces îlots ont été convertis en plantations de cocotiers. Donc on est passé d'une végétation native, indigène, légèrement modifiée par les Polynésiens, à une monoculture de cocotiers à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et ça veut dire qu'on a perdu tous les habitats propices, notamment aux oiseaux marins, mais également toute la végétation native de ces atolls. Donc ça a eu un impact très fort sur la structure de ces écosystèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois intéressant, parce que ça fait de Tetiaroa une zone qui est à la fois unique, mais également finalement tout à fait similaire à d'autres atolls. Ça, c'est particulièrement intéressant. Pourquoi similaire à d'autres atolls? Parce que ces menaces ici qu'on retrouve, les rats, les fourmis, la conversion en cocoterie, c'est quelque chose qui est général sur les atolls dans le Pacifique. La plupart des atolls des Tuamotu ont été convertis en cocoterie. Et aujourd'hui, on fait face à une grande question. Beaucoup de ces cocoteries sont à l'abandon. On ne sait pas quoi faire de ces cocoteries. Donc l'atoll de Tetiaroa ici vient grâce, je vais en parler en détail immédiatement, grâce à la Tetiaroa Society, à cette collaboration avec l'hôtel du Brando, il vient apporter des solutions pour essayer de trouver un moyen de reconvertir ces îlots, ces anciennes plantations pour faire de la restauration écologique. Donc, la Tetiaroa Society, c'est une organisation qui a été créée en parallèle de la création d'un hôtel sur le seul îlot qui est habité à Tetiaroa, que vous voyez en bas à gauche. On a un hôtel de luxe qui a été construit, le Brando. Autrement, Tetiaroa est composé donc de 12 îlots, et les autres îlots ne sont pas habités, il n'y a pas d'occupation humaine. Et donc c'est un atoll, très brièvement, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail de l'histoire de cet atoll, Linago le ferait beaucoup mieux que moi. Mais c'est un atoll qui a été acheté par Marlon Brando dans les années 60 et qui aujourd'hui est possédé par ses descendants qui l'ont loué en quelque sorte à une compagnie qui s'appelle Beachconger, qui a construit cet hôtel donc sur ce motu Onetahi que vous voyez en bas à gauche, avec comme clause dans le contrat, dans le bail, que le reste de l'atoll devait être maintenu en
conservation, voué à la restauration, via la création de la Tetiaroa Society, une organisation qui a pour objectif de restaurer les écosystèmes de Tetiaroa. Et donc les premiers objectifs de ce programme de restauration, c'est d'enlever les espèces problématiques qui ont été apportées par l'homme, qui ne sont pas là naturellement et pour lesquelles on sait qu'elles ont un impact massif sur la biodiversité. C'est le cas donc des rats, des fourmis. Un peu plus de théorie un peu scientifique sur pourquoi c'est aussi important de retirer ces rats. Eh bien simplement on se rend compte de plus en plus que un atoll, qu'est-ce que c'est un atoll? C'est avant tout un cimetière de coraux avec très peu de nutriments. Donc c'est un milieu très pauvre, sauf si on y apporte des oiseaux marins. Les oiseaux marins, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils viennent apporter leur guano tout simplement. Les oiseaux marins de Tetiaroa vont aller pêcher à quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres autour de Tetiaroa et vont revenir à terre et transmettre le guano, transformer le poisson, les calmars qu'ils ont pêchés en guano et apporter ainsi les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de ces écosystèmes. Ça veut dire que sans les oiseaux marins, l'écosystème fonctionne nettement moins bien, on a un écosystème moins riche qui n'est pas fertilisé. Vous voyez ici un îlot à gauche, une représentation un peu théorique d'un îlot avec des rats à gauche, on a très peu d'oiseaux, une végétation beaucoup moins dense et très peu de nutriments qui vont se retrouver également dans le lagon autour. Ce qu'on a pu démontrer avec des collègues, je vous en reparler tout de suite, c'est que les densités d'oiseaux à terre vont avoir un impact non seulement sur ce qui se passe à terre, mais également dans le lagon aux alentours, et également jusqu'à affecter la santé des coraux. Et donc l'objectif du programme de restauration de Tetiaroa, mené par la Tetiaroa Society, c'est de restaurer les populations d'oiseaux marins qui vont favoriser la restauration du système complet. Donc est-ce qu'on est capable de partir du système que vous avez à gauche pour le transformer dans le système qu'on a à droite, via le retrait notamment d'espèces envahissantes problématiques pour les oiseaux. Pour ce faire, la Tetiaroa Society, via Frank Murphy, a rassemblé tout un consortium de chercheurs qui viennent à la fois de Polynésie française, mais également d'un peu partout dans le monde, y compris certains des meilleurs spécialistes, pour travailler sur tous les compartiments des écosystèmes de l'atoll, depuis le milieu terrestre, donc il y a des gens qui travaillent sur les oiseaux, sur la végétation, jusqu'au milieu marin, et des gens qui travaillent sur le microbiome des coraux, sur les algues, sur les poissons, etc., pour avoir une vision d'ensemble, une compréhension d'ensemble du fonctionnement de ces écosystèmes et de l'impact de modifier l'écosystème en retirant les rats, par exemple, sur ce fonctionnement, sur les flux de nutriments en particulier. Donc voilà un exemple d'une étude qu'on vient de publier avec des collègues de l'Université de Lancaster en Grande-Bretagne, et qui nous a permis de montrer qu'à Tetiaroa également, on a bien ce lien fort entre les densités d'oiseaux à terre et les flux de nutriments dans le lagon. Ici, on a utilisé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a utilisé donc 3 motus, 3 îlots de l'atoll, qui ont différentes histoires d'invasion par les rats, qui n'a jamais été envahi par les rats, vous voyez le motu Aie en haut, un qui était encore envahi au moment de cette étude, Rimaturu au milieu, et au sud, Reiono, qui a été restauré après une élimination des rats en 2018. Et donc ce qu'on a observé, c'est que on a un gradient de densité d'oiseaux lié à cette histoire d'invasion par les rats et de restauration, et que ce gradient, on le retrouve dans l'eau également. C'est-à-dire que si on va regarder les apports en azote des oiseaux marins dans l'eau, il y en a plus là où il y a plus d'oiseaux marins. Comment est-ce qu'on mesure ça? En fait, les oiseaux marins ont une signature en azote qui est différente. Donc ils ont une proportion d'un isotope de l'azote qu'on appelle l'azote 15, qui est plus importante parce qu'ils ont un niveau plus élevé, ils sont à un niveau plus élevé dans la chaîne trophique. Et ça nous permet de suivre l'azote provenant des oiseaux marins et de le traquer au travers de l'écosystème. Et si vous regardez par exemple la figure qu'on a en bas à droite, on a été regarder donc, ces signatures en azote dans des algues à différentes distances de la côte, donc à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres dans le lagon. Et on voit que cette proportion d'azote qui vient des oiseaux marins diminue sur les deux courbes jaunes et vertes. Elle diminue lorsqu'on s'éloigne des colonies d'oiseaux marins, lorsqu'on s'éloigne de la côte. Mais elle reste très élevée sur ces deux courbes-là. Pourquoi? Parce qu'on est sur deux motus, il y a beaucoup d'oiseaux. Par contre, la courbe rouge, c'est une courbe où on est sur un motu envahi par les rats, très peu d'oiseaux. Peu importe où on se situe par rapport au trait de côte, on aura très peu d'influence finalement des oiseaux marins. Et donc fort de ces résultats, qui nous soulignent que ces oiseaux marins vont jouer un rôle important dans ces flux de nutriments dans le système, le programme de restauration de l'atoll de Tetiaroa, c'est
s'est développé en plusieurs étapes clés. Donc, comment est-ce que ce programme a été construit? Via une consultation avec l'ensemble des scientifiques que je vous présentais avant. C'est vraiment un échange. À la fois, les scientifiques bénéficient de ce programme de restauration pour étudier ses conséquences, et le programme de restauration est informé par les scientifiques pour prendre des décisions les plus rationnelles possibles, basées sur la science, basées sur les expériences passées effectuées ailleurs également. Donc voilà les différentes étapes par lesquelles ce programme passe. Pour l'instant, les deux premières étapes sont quasiment achevées. Donc l'élimination des rats a été initiée en 2018, donc financée principalement par Richard Bailey. Et on a depuis 2022 terminé l'éradication des rats noirs, donc plus de rats noirs sur l'atoll. Et il reste un motu qui est encore envahi par le rat polynésien, mais il y a un programme en cours pour éliminer ces derniers rats. En ce qui concerne les fourmis folles jaunes, on a a priori éradiqué ces fourmis, on n'en a plus a priori depuis le mois dernier. Les dernières qu'on a vues c'était en décembre dernier et on a eu depuis des traitements supplémentaires. On attend encore un peu pour pouvoir confirmer définitivement ce succès d'éradication. Et je vous parlerai un petit peu à la fin des deux autres étapes. Je vais d'abord montrer un petit peu dans le détail de ces retraits des rats et des fourmis. Donc, vous voyez ici la distribution des rats et des fourmis en 2018, donc avant que ce programme de restauration soit initié. Et ce que vous voyez, donc on avait deux espèces de rats, le rat polynésien, le petit gris, et le rat noir, un peu plus gros et noir, avec certains îlots qui étaient envahis par les deux espèces et d'autres uniquement par le rat polynésien. Donc aujourd'hui, je voulais mentionner un autre gros avantage pour nous, scientifiques, qui fait de cet atoll un laboratoire à ciel ouvert, c'est qu'on a également 3 îlots qui n'ont jamais été envahis par les rats, et 2 d'entre eux n'ont jamais été envahis par les fourmis. C'est-à-dire qu'on a des sites témoins sur lesquels on n'a pas besoin de mener de restauration, des îlots qui sont en bon état de conservation. Ça nous permet de suivre ces îlots en parallèle des îlots sur lesquels on va avoir des actions de conservation. Ça nous permet vraiment d'avoir une mesure de la causalité de nos actions, indépendamment de ce qui peut se passer autour, par exemple si on a des variations dans les conditions climatiques. Donc aujourd'hui, voilà où on en est. Il reste, je vous le disais, des rats sur un motu, donc le motu en haut à gauche, Tiraunou. Les fourmis sont a priori éliminées et toutes ces avancées ont été possibles grâce à de nombreux financeurs, notamment c'était Richard Bailey qui a financé l'éradication des rats, mais également l'OFB qui a financé l'élimination des fourmis folles jaunes. Ce qui est très encourageant, c'est que nous, de notre côté, je vous parlais un petit peu des changements qu'on a observés en milieu terrestre depuis que ces mesures de restauration ont été prises. On a déjà des réponses à court terme des écosystèmes, en particulier des crabes et des oiseaux. Vous voyez ici quelques exemples. Donc il y a des motus sur lesquels, donc des îlots sur lesquels les rats noirs étaient présents, et on avait certaines espèces de crabes qui n'étaient pas présentes avant le retrait des rats. 2 ans après, on voit déjà certains individus qui sont reproducteurs. On a vu des femelles, vous voyez là en haut à gauche une photo de Geograpsus grei, donc le crabe coureur qui a des œufs. Ça c'est une photo qu'on a prise en août dernier, donc 2 ans après l'élimination des rats. Ça veut dire qu'en 2 ans, cette espèce a recolonisé et a commencé à se reproduire. Ça va quand même assez vite. On a eu une explosion également des populations de crabes violonistes, donc le petit crabe que vous voyez en haut à droite avec la pince rouge, que j'aime bien remuer pour attirer les femelles, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il joue du violon. Cela, on n'avait quasiment pas cette espèce sur l'atoll avant que les rats soient éliminés. Une autre espèce sœur des crabes violonistes, le crabe fantôme, qui est en augmentation très forte, on a des densités de population beaucoup plus importantes. Et enfin, 2 gros crabes très importants culturellement en Polynésie, donc le cavéo, le crabe des cocotiers et le tupa, que vous voyez ici, le Cardissoma carnifex, où on a eu une augmentation du nombre de juvéniles et on a des résultats tout frais d'un étudiant qui vient de soutenir son master hier, qui montre également une augmentation de l'activité de ces crabes 2 ans après l'élimination des rats. Donc des effets assez rapides. En ce qui concerne les oiseaux, on ne s'attend pas à des effets aussi rapides parce que les oiseaux ont un rythme de vie beaucoup plus lent, c'est-à-dire que les espèces qui vont se reproduire le plus vite ne vont pas se reproduire avant l'âge d'au moins 4 à 5 ans. Donc ça veut dire que là, on parle d'une éradication qui a été principalement conduite en 2022 pour les rats, l'élimination des rats en 2022. Les premiers individus qui ont commencé à se reproduire et qui sont nés après cette dératisation, donc qui potentiellement ont survécu grâce à la dératisation, ne viendront pas se reproduire avant 2026 ou 2027. Donc on n'a pas encore ces informations-là.
Par contre, ce qu'on note, c'est qu'on a déjà des individus, il y a déjà une augmentation du succès de reproduction assez marquée. Donc nous, quand on fait nos suivis oiseaux, on fait des suivis trimestriels. Tous les trimestres, on va faire le tour de tous les motus pour compter l'ensemble des oiseaux qui nichent, pour caractériser vraiment cette population d'oiseaux dans l'espace et dans le temps. Et ce qu'on constate, c'est que ce qu'on voit, nous, quand on fait nos comptages, c'est uniquement ce qui n'a pas été prédaté. Les œufs qui ont été consommés, on ne les voit pas, on ne les compte pas. Donc aujourd'hui, le taux de prédation est beaucoup plus faible, on voit beaucoup plus d'œufs de certaines espèces. C'est le cas de cette espèce que vous voyez en haut à gauche, la Gigis blanche, qui est une espèce très gracieuse où les adultes vont pondre un œuf directement sur une branche sans construire de nid. Vous voyez le petit poussin ici qui a des griffes très très longues pour pouvoir s'accrocher à la branche et pas tomber, qui est en train de se faire nourrir ici. Et cette espèce-là a été fortement impactée par les rats et on a constaté quelques mois après l'élimination des rats un doublement du nombre de couples qu'on a pu détecter, mais a priori c'est parce qu'il y avait la moitié des nids qui étaient prédatés avant l'élimination des rats. On est très excité cette année également, là, en janvier 2025, par la détection du premier œuf de cette même espèce sur le motu de Haye, donc ici au milieu à droite, qui était un motu envahi par les fourmis, parce qu'on sait qu'historiquement, il y avait plus de 100 couples de cette espèce sur ce motu. Or, depuis au moins une dizaine d'années, l'espèce en a disparu, on pense à cause des fourmis. Donc, ça suggère pour nous que l'espèce commence à penser à revenir ici sur ce motu suite à cette élimination de cette espèce potentiellement, cette espèce problématique. Enfin, de manière presque plus anecdotique, on a cette espèce, le nodi brun, qui a montré une augmentation constante depuis le retrait des rats de nombre de nids sur les motus du nord, donc les motus sur lesquels on avait du rat noir. Donc, elle était absente de ces motus avant. On a de plus en plus de couples, de plus en plus de nids sur ces motus. Je dis que c'est presque anecdotique parce que c'est une espèce pour laquelle on a plusieurs milliers de couples sur l'atoll. Et donc ici, on parle de quelques dizaines qui commencent à s'installer au nord. Donc avant qu'on réussisse vraiment à rétablir une population à l'équilibre, ça va prendre encore beaucoup de temps. Et enfin, je vous présente la mascotte de Tetiaroa, qui est la nouvelle espèce qui est arrivée juste au moment de la dératisation. C'est un petit peu par hasard, ils sont arrivés ils ont commencé à nicher un mois avant la dératisation. Malheureusement, leur première tentative a été un échec parce que les œufs ont été consommés par les rats. Mais ils sont revenus 3 mois plus tard, alors que les rats avaient été éliminés. Ils ont réussi à élever un premier poussin et depuis ils reviennent tous les ans. Donc, on a eu 3 poussins qui se sont envolés au cours des 3 dernières années. Et là, cette année, on sait depuis 10 jours, là, le 4e poussin a éclos et on va continuer à le suivre pour s'assurer que ça continue à bien fonctionner pour cette espèce aussi. Donc, comme je vous le disais, c'est sur le long terme qu'on s'attend à vraiment pouvoir mesurer l'effet du retrait des rats sur les oiseaux. Vous voyez qu'ici, aujourd'hui encore, on a de grosses différences dans la densité d'oiseaux. Ici, on parle d'une mesure de biomasse d'oiseaux sur nos sites contrôle, donc les sites sur lesquels il n'y a jamais eu de rats, par rapport aux sites sur lesquels il y avait des rats historiquement. On voit que par contre, sur les sites sur lesquels, donc au milieu, les fourmis ont été éliminées, on a déjà un regain assez fort, donc les oiseaux sont revenus plus vite. On pense que c'est parce que les fourmis sont arrivées plus récemment. Les oiseaux n'étaient pas encore habitués au fait qu'il fallait éviter ces habitats-là, donc ils continuent à essayer de nicher sur place. Alors que les rats, ça fait plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années. Donc pour ces motus envahis par les rats, ça va prendre beaucoup plus de temps pour que les oiseaux aient l'idée de revenir sur ces sites. Donc c'est pour ça qu'on va mener également deux autres aspects à notre programme de restauration. Je vais commencer par vous parler du programme d'attraction sociale des oiseaux marins. C'est un programme qui débute tout juste, qui est financé donc par un projet Best Life et qu'on mène en collaboration avec Nature Conservancy. Et il s'agit d'un projet où justement de par ce constat que nos oiseaux marins ont du mal à recoloniser des îlots sur lesquels ils n'ont pas été présents depuis très longtemps, on sait également que les oiseaux marins sont très sociaux, ils nichent en colonie. Et donc la première motivation pour un oiseau pour venir s'installer sur un îlot, c'est qu'il y a déjà d'autres oiseaux présents sur place. Donc notre objectif ici, avec ce projet-là, c'est de leurrer les oiseaux en leur faisant croire qu'il y a des oiseaux sur place. Comment on va faire ça? On installe des silhouettes d'oiseaux et puis on va jouer des chants d'oiseaux. On va mettre des grosses enceintes, des speakers sur le terrain qui vont jouer en permanence les chants de ces oiseaux. Ça nous permet de sélectionner également les espèces qu'on veut attirer. On peut également sélectionner les sites où on veut les attirer sur l'atoll pour sélectionner les sites où on sait qu'il y a moins de dérangements, il y a moins de risques qu'ils soient exposés à de grosses houles, etc. Donc c'est de la restauration passive en quelque sorte parce qu'on ne va pas déplacer nous-mêmes les oiseaux. Donc c'est beaucoup moins intrusif, mais ça a beaucoup de chances de succès. Du coup, c'est la première fois qu'on essaye ça ici à Tetiaroa, mais ça a été testé ailleurs et ça fonctionne généralement assez bien. Donc ça, c'est la prochaine étape qui va débuter ici
au mois de juillet. Et en parallèle, on lance donc un projet de restauration de la végétation, parce que comme je vous le disais, on a beaucoup de forêts dominées par les cocotiers sur l'atoll. Alors les cocotiers, c'est un non-habitat pour nos oiseaux marins. Ils utilisent très peu cette espèce-là. Donc l'objectif ici, c'est de favoriser une revégétalisation native, donc une restauration de la végétation native, en limitant justement la disparition de ces cocotiers. Et avant d'en finir, je voulais juste vous indiquer ici un petit résultat préliminaire de collègues avec lesquels on travaille de l'Université de Washington, pour vous indiquer un peu que la conservation des espèces de tétiaroa, en fait, elle a beaucoup de dimensions. Ça a cette dimension qu'on va préserver donc l'atoll de Tétiaroa lui-même. On préserve également des oiseaux qui sont suivis par les pêcheurs de Tahiti et de Moorea. Vous voyez la Tétiaroa est en plein milieu des couleurs ici, et Tahiti et Moorea sont au sud. En fait, les pêcheurs vont suivre les oiseaux pour trouver leurs poissons, et ce sont les oiseaux de Tétiaroa qui vont suivre. On a mis des trackers donc, sur une espèce, et on voit bien que ce sont eux qui viennent se promener autour de Tahiti et Moorea, où il y a très peu d'oiseaux nicheurs à Tahiti et Moorea, du fait de l'invasion, du fait que ces îles soient envahies par les rats, les chats, les chiens, etc. Et enfin, la dernière chose que je voulais mentionner ici, c'est que l'objectif de ce programme de restauration à Tétiaroa, c'est pas uniquement Tétiaroa, c'est également de faire un exemple pour pouvoir exporter ce qu'on fait sur cet atoll vers d'autres atolls qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens que ceux qu'on a ici, grâce à cette collaboration avec l'hôtel de Brando, grâce à l'accès logistique qu'on peut avoir sur le terrain. Donc l'objectif, c'est de développer des méthodes et de pouvoir les exporter ailleurs ensuite, notamment sur d'autres atolls du Pacifique, voire ailleurs dans le monde. Et sur ce, je vous remercie. Je veux juste souligner une toute dernière chose. On travaille beaucoup également avec le comité éducation de la Tétiaroa Society, ce qui pour nous est fondamental en tant que chercheur. Donc on travaille, je vous ai beaucoup parlé de recherche, restauration, mais grâce à un programme d'éducation qui fait venir donc, des classes de Tahiti, Moorea, mais également des États-Unis sur le terrain à Tétiaroa, ça nous permet de leur donner un message d'espoir, de montrer des programmes de restauration qui fonctionnent lorsqu'on sait qu'on est dans un contexte international qui est compliqué en termes de préservation de l'environnement. Et c'est, je pense, très positif d'avoir cette possibilité de donner accès à ces enfants à ce type de programme qui partagent en même temps avec des approches culturelles menées par la Tétiaroa Society. Je vous remercie. Je pense qu'on n'a pas le temps pour les questions.